Le bilan de la COP25 achevé le 15 décembre à Madrid est décevant pour les pays africains qui espéraient une amélioration des règles du marché carbone afin de mieux financer leur adaptation au dérèglement climatique. C'est ce que pense Seyni Nafo, porte-parole du groupe Afrique en charge des négociations pour le climat durant la COP25. COP25, quel bilan pour l'Afrique? C'est le thème de cette émission. Bienvenue à tous et surtout, bienvenue à Oboué Durand. Il est coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Il était membre de la délégation ivoirienne à la COP25. Bienvenue encore. Bien, merci. Avec nous, Nesmond Delors, elle est journaliste. Elle était présente à la COP21 à Paris, animatrice d'un symposium des compétences africaines sur le climat lors de la COP22 à Marrakech. Bienvenue. Merci. Nous avons donc en studio deux habitués des COP, PACJA Côte d'Ivoire, entre autres vos missions. D'accord. La mission de PACJA Côte d'Ivoire est d'abord de mettre en place une plateforme de la société civile et mettre en relation cette plateforme de la société civile avec les institutions, de sorte à mieux connaître leur politique environnementale et climatique et améliorer, contribuer du moins à influencer ces politiques-là en faveur de communautés qui souffrent déjà des effets des changements climatiques. Alors, laisse-moi dès lors depuis Copenhague, la COP de Copenhague, les questions liées à la COP, au climat, vous intéressent de plus en plus en tant que journaliste. Oui, en tant que journaliste, je me suis intéressée depuis Copenhague, mais il faut dire que la COP, c'est avant. Et donc, les enjeux commencent depuis la première conférence à Berlin. Et justement, la question des COP, quand on parle de COP, c'est la conférence des parties signataires de l'accord cadre des Nations Unies sur le climat. Et donc, comme on réduit, les États s'entendent pour réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est des compromis et ils sont d'accord pour qu'il y ait un accord, justement, sur le climat. Et lors des différentes négociations, il s'agit pour les États de s'entendre sur un accord. Mais est-ce qu'on aboutit toujours à un accord comme vous venez bien de présenter la COP25, qui a été une déception parce que les attentes d'un accord précis sur la finance climatique ont été déçues. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des déceptions. Avant d'arriver à l'accord de Paris également, il a fallu Kyoto. À Kyoto également, il y a eu quelques déceptions après. Donc, lorsque cela s'enchaîne, on entend dans les médias, on est dessus, c'est toujours les mêmes choses, mais est-ce que derrière, il n'y a pas quand même des avancées? Je pense que le temps sur ce plateau... C'est ça, effectivement. Au cours de l'émission, nous verrons s'il y a avancé, lesquelles avancées, et puis les niveaux de déception. Revenons un peu sur un bref historique de la COP, elle en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de telles conférences à l'échelle mondiale? Ok, merci. Il faut dire que tout est parti d'abord du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio en 1992. Alors donc après ce sommet-là, déjà la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est mise en place. Et en 1995, la première COP s'est tenue à Berlin, à Paris, en Allemagne du moins. Donc au cours de cette conférence-là, déjà les négociations ont commencé à se mettre en place. Et il s'agissait pour les États de pouvoir se réunir et ensemble, chacun puisse apporter sa contribution. D'abord, le plus important, c'était de pouvoir mettre en place les responsabilités, savoir qui sont les plus grands pollueurs et par la suite s'accorder sur un certain nombre de mesures qui pourraient être des mesures qui peuvent lutter efficacement contre les effets des changements climatiques. Donc tout est parti déjà avec la première COP qui s'est tenue en 1995 à Berlin. Pour la COP21, vous y étiez en tant que journaliste pour la couverture. Comment se déroule la COP en tant que journaliste quand vous y êtes, l'ambiance? C'est une ambiance de grande conférence. Et déjà, avant de partir, il faut s'inscrire sur le site de la conférence et s'inscrire pour être accrédité. Et lorsque nous arrivons dans les halls, il faut prendre sa carte d'accréditation pour accéder à l'espace. À l'époque, c'était au Bourget à Paris. Et il y a une panoplie de conférences. Donc, en tant que journaliste, il faut se préparer à l'avance, connaître le programme et choisir les conférences qui nous intéressent par rapport aux thématiques que nous trouvons pertinentes, peut-être pour notre région, pour notre localité, pour notre pays.
en fonction de nos lecteurs, de notre cible et tout ça. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Et puis arriver sur le terrain, c'est un vaste espace, donc il faut déjà repérer l'espace africain, le pavillon Afrique, repérer le pavillon de la Côte d'Ivoire pour pouvoir parler aux acteurs clés de notre pays, mais également c'est une opportunité pour des interviews, pour plusieurs interviews avec d'autres acteurs du monde de l'Afrique, parce que tout le monde est présent, les négociateurs sont là, qu'ils soient du groupe africain et des autres groupes, et c'est une grande fête. Et en même temps, toutes les structures sont là, parce qu'il y a les thématiques, si on s'intéresse à la santé, l'OMS est présente, et il faut approcher l'OMS pour avoir des informations, l'environnement et la santé lorsque vous êtes intéressé par cette thématique. Donc c'est tout, vraiment, c'est un peu comme la la CAN pour la Coupe du Monde pour les journalistes de sport, et justement la COP pour les journalistes qui s'intéressent à la science et à l'environnement, c'est également la Coupe du Monde en fait. Maintenant la COP 25, quel était le programme, vous qui y étiez? Alors, il faut dire que le programme, il était un peu plus particulier et il y avait des thématiques sur lesquelles les délégations ont bien pu discuter. D'abord, c'était les questions de biodiversité, de la foresterie. C'était également les questions de l'économie circulaire, la santé et les changements climatiques, et aussi les questions liées aux océans. Voilà, c'était vraiment un point fondamental sur lequel les délégations ont pu discuter aussi, et également la question de l'article 6 de l'accord de Paris, qui a été vraiment l'un des points de discussion les plus importants au cours de cette COP25. D'accord, parlons des délégations africaines. Dans quelles conditions ces délégations se préparent pour aller à la COP? Alors, dans chaque pays, les délégations se préparent, souvent organisées par le ministère de l'Environnement du pays. Oui. Mais moi, je vais dire que pour la COP, la COP 21 de Paris, je n'étais pas allée avec la délégation ivoirienne, je suis allée avec un groupe de journalistes scientifiques, un réseau de journalistes scientifiques du Canada. Du coup, je n'ai pas participé à l'organisation au niveau national, mais je sais par contre qu'il y a des experts nationaux qui se regroupent, cela est très souvent chapeauté par le ministère de l'Environnement. Alors, à cette question, je voulais ajouter aussi pour dire que nous, au niveau de l'Alliance panafricaine, nous organisons ce qu'on appelle la pré-COP. Donc, c'est une COP qui se tient avant la COP même pour préparer les organisations de la société civile. Donc, nous, ici en Côte d'Ivoire, on a pu mobiliser les organisations membres de notre plateforme. Déjà, le 31 novembre, nous avons tenu cette pré-COP ici. Et nous avons permis aux organisations de la société civile qui devaient participer à la COP à s'accréditer auprès du ministère. Donc il y a vraiment un processus qu'il fallait faire. Il fallait créer un portail sur le site du ministère et accréditer les organisations membres. Donc nous avons procédé à tout cela en aidant les organisations membres de la société civile. D'accord. La pré-COP, votre relation avec le ministère en charge de l'environnement dans les travaux préparatoires, comment ça se passe? Alors nous participons aux réunions préparatoires de la COP. Donc cette année, il y a eu 2 réunions. Donc, une première réunion pour nous informer sur les différents thèmes qui seront échangés là-bas et aussi présenter le programme pays qui sera mis en avant lors de la COP qui se tient. Et nous également, on travaille cette année, par exemple, pour la pré-COP. Nous avons bénéficié de l'assistance logistique de l'ONU Environnement qui a mis à notre disposition leur salle de conférence pour pouvoir entretenir les organisations de la société civile. D'accord. Parlons des pays organisateurs. Quels sont les enjeux pour ces pays qui accueillent la COP? Les enjeux sont, on va dire, économiques, mais également politiques. Là, on parle de COP, c'est vrai, c'est une question sociétale, l'environnement, mais les enjeux sont aussi politiques parce que c'est un leadership du pays qui organise. C'est un engagement en tant que pays organisateur de se montrer comme engagé pour le climat, engagé pour les discussions sur le climat, c'est être engagé pour le climat. Également, on a vu le leadership de la France, par exemple, pendant la COP 21. On a senti le leadership de la France pendant les négociations. On se souvient un vendredi nuit ou jeudi nuit au Bourget où c'était vraiment très chaud entre les négociants, les négociateurs. Et il a fallu entrer en contact avec les groupes africains qui se sont alignés pratiquement sur la décision de la France. Donc c'est vraiment des questions de leadership des pays également qui sont mis en avant. D'accord. Et la COP 25 qui a eu lieu à Madrid, organisée par le Chili, les enjeux
Parce que là, il y a deux pays qui ont collaboré à ce niveau. Effectivement. Donc, compte tenu de la crise sociale au Chili, le Chili n'a pas pu abriter sur son espace les délégations pour la COP. Donc, après un compromis, il y a l'Espagne qui a bien pu abriter cette COP 25-là. Alors, comme elle a dit, il s'agit de pouvoir mettre en jeu le niveau de leadership, parce que c'est le pays qui abrite et le pays organisateur. Donc, ils ont ce devoir-là de pouvoir faire avancer les négociations. Voilà. Donc, on s'est dit que ce sont eux qui sont en avant. C'est vrai, c'est une conférence de la CNUC, mais le pays qui abrite et les pays organisateurs ont un travail en amont à faire pour pouvoir influencer les décisions et améliorer et faire avancer les discussions. Voilà. J'aimerais faire un commentaire sur le cas de l'Espagne, c'est un cas très intéressant de leadership en matière d'organisation, parce que l'Espagne a eu seulement 4 semaines pour organiser la COP 25, alors qu'en général c'est sur un an que se font les préparatifs. Malheureusement, les conclusions n'ont pas été satisfaisantes pour tirer l'Espagne aussi haut comme Paris à l'époque. Par contre, il faut reconnaître que c'était une maestria d'organiser une COP en 4 semaines. D'accord. Revenons sur la particularité de cette COP par rapport aux autres COP. Oui. Alors, pour cette COP, comme on a dit, c'est après 5 ans de l'accord de Paris, donc il y avait vraiment des défis. Le premier défi, c'était de pouvoir rehausser les ambitions au niveau des différents pays. Donc, les différents pays ont mis en place les contributions déterminées au niveau national. Donc, après 5 ans, ils sont invités à réviser et à revoir à la hausse leurs ambitions qui ont été définies. Donc, on se disait qu'au sorti de cette COP-là, on devait pouvoir voir les contributions déterminées et aussi les engagements. Rappelons que la Côte d'Ivoire a décidé de réduire de 28% son niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, déjà, dans ses perspectives de révision des contributions déterminées au niveau national, c'était d'augmenter son ambition. Voilà, donc à l'image de la Côte d'Ivoire, tous les autres pays qui venaient à cette COP-là, c'était de voir les plus grands pollueurs, notamment les États-Unis, la Chine, l'Inde et même le Brésil et tout cela, de pouvoir améliorer ou encore revoir à la hausse leurs ambitions. Voilà. Il faut dire aussi que la particularité de cette COP, c'est que de Kyoto jusqu'à Paris, enfin à Kyoto déjà, il avait été décidé que de 1990 jusqu'en 2020, il fallait faire des efforts pour réduire les gaz à effet de serre. Et donc on arrive au terme limite qui est le 2020. Oui. Et l'accord de Paris justement est censé prendre effet en 2020. Oui. Donc il fallait avant 2020 un accord clair et précis sur la question carbone par exemple. Alors, revenons sur cet accord de Paris, l'article 6 qui a été au cœur de tous les échanges. Que disait cet article et quels étaient les impacts ou les enjeux de cet article? Oui, en fait, c'est l'article 6 de l'accord de Paris qui parle du droit de polluer, mais qui le canalise. Parce qu'on va entrer dans la question du pollueur-payeur. Parce qu'il faut polluer, oui, mais à quel niveau de pollution? Pour rester dans des thèmes moins scientifiques, à quel niveau de pollution faut-il le faire? Donc, c'est cet article-là qui recadre justement, parce qu'après, il faut faire le développement, mais à quel niveau on peut accepter la pollution? Et puis, quand on pollue, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier en même temps la situation, pour atténuer, je vais dire ça comme ça. Et là, jusque-là... Donc, c'est des questions d'atténuation, d'adaptation, et de financement, de transfert des technologies. C'est toutes ces questions-là qui sont abordées dans l'article 6 de l'accord de Paris. D'accord, parlons du fonds vert, le fonds vert pour le climat et puis la finance carbone. Qui est bénéficiaire et qu'en est-il aujourd'hui? D'accord. Donc, le fonds vert pour le climat est un mécanisme de la Convention cadre des Nations Unies, donc qui consiste à mettre à la disposition un fonds pour surtout les pays en développement qui ont encore du mal à s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc, il a été dit qu'à partir de 2020, les pays développés devaient mettre à la disposition des pays en développement la somme de 100 milliards de dollars pour pouvoir financer leurs projets climatiques. Voilà, naturellement, c'est sous la base de soumission de projets. Voilà, donc ce sont soit des projets d'atténuation, des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques. Donc, c'est dommage, mais on sort de cette COP et on n'arrive pas à évaluer jusqu'à aujourd'hui le montant qui a été mobilisé en tant que tel. Depuis 2015 à aujourd'hui, on n'arrive pas à évaluer
le montant qui est disponible pour pouvoir financer ces projets des pays en développement qui ont encore du mal à s'adapter aux effets des changements climatiques. D'accord, rentrons à l'additif. Oui, je veux dire, la question du fonds vert, c'est une question centrale pour les pays africains, les pays les moins avancés pendant les négociations sur la COP, parce que c'est eux qui pâtissent le plus des émissions de gaz à effet de serre, et puis qui polluent moins, qui en pâtissent le plus et qui n'ont pas assez de moyens pour justement faire face à ces changements. Pour être plus pragmatique, lorsqu'on voit par exemple le littoral ivoirien, pour ceux qui ont constaté il y a 2 mois, Grand Bassam était inondé. Également au niveau de Grand Laou, on voit que c'est carrément la montée des eaux à Grand Laou. Un village a même disparu comme Laou Panda. Donc c'est pour dire que c'est une réalité qui touche nos côtes. Et malheureusement, comment on fait remédier? Mais moi j'ai une position personnelle sur la question du fonds vert qui est peut-être en porte-à-faux avec ce qu'on admet généralement. Pour moi, c'est une question de responsabilité et de leadership. Lorsqu'on sait qu'en tant que pays africain, on est en face des effets pervers du changement climatique dans nos pays, il faudrait que nous-mêmes d'abord, lorsque nous montons nos budgets de fonctionnement, nous prévoyons une part pour l'atténuation, pour l'adaptation au changement climatique déjà. Sans attendre le fonds vert. Mais déjà, c'est une question que de tendre toujours la main. C'est vrai, on va parler, monsieur, de justice climatique, parce qu'on va dire que ce sont les pollueurs qui doivent payer. Mais déjà, même en termes de justice aussi, comment nous organisons sur le continent notre économie nous-mêmes. Lorsqu'on se permet de faire des centrales à charbon qui vont impacter nos populations, est-ce que ces centrales à charbon-là sont elles mettent à la responsabilité des États pollueurs, alors que nous-mêmes, nous mettons des dynamiques de pollution chez nous. Donc la responsabilité, elle est déjà individuelle, étatique aussi. Donc pour vous, le fonds vert, c'est vrai, c'est vrai, mais cependant, en interne, il faut prendre des mesures, des politiques plus vigoureuses pour sauver les Donc à ce niveau, il faut dire qu'au niveau national, il y a le Fonds national d'adaptation, par exemple, qui est prévu mettre en place. Donc le gouvernement est en train de travailler à cela. Voilà, donc il faut pouvoir trouver des structures qui sont accréditées et qui sont habilitées à pouvoir recevoir ces fonds-là. Et l'un des défis aussi au niveau national, c'est comment alimenter ce fonds. Voilà, donc il y a vraiment d'autres mesures aussi qui sont prévues à travers le principe du pollueur-payeur et d'autres mécanismes tournés vers le secteur privé et engager le secteur privé surtout dans la mobilisation des fonds. Voilà, donc il y a un travail qui est fait au niveau du gouvernement ivoirien, de même que les autres pays, voilà, parce que tous les pays sont aussi invités à pouvoir installer des mécanismes aussi dans leur pays pour pouvoir financer les projets climatiques également. Justement, c'est pour cela tout à l'heure je disais que est-ce qu'on va dire toujours qu'on est déçu des COP? Je pense qu'avec la communication, la mobilisation autour des COP, lorsque les pays ils se disent il faut faire quelque chose. Absolument. Et lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire de 2015 à aujourd'hui, il y a eu des points quand même améliorés, comme il le dit. Et dans d'autres pays, par exemple, je sais qu'au Maroc, à Marrakech, c'est une ville qui se met dans la dynamique vraiment de Smart City, qui entre dans le développement durable des villes vertes, en fait. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas que du négatif au fait, aux sorties d'école. Même quand on n'a pas d'accord, le fait qu'il y ait des industriels qui viennent et qui se disent que attention aux sachets plastiques, parce que lorsqu'on fait du sachet plastique, ce n'est pas bon pour les océans et qu'il faut revoir, faire une autre méthode de sachet. Vous comprenez qu'on ne va pas dire qu'on est sorti néant des COP. Après, il y a des artistes qui font du recyclage et que cela permet de mener des activités d'adaptation, d'atténuation des risques. D'accord, justement, parlant de déception, le secrétaire général de l'ONU après la COP25 s'est dit déçu. Cependant, il a souhaité qu'on n'abandonne pas. Parlons du bilan. Ah oui. Vous qui y étiez, comment jugez-vous ce bilan-là après? Moi, je pourrais dire que le bilan il est mitigé. Parce que c'est vrai qu'on voit tout de suite la COP25 comme une déception, mais il ne faut pas voir seulement que la déception. On parle de déception parce qu'on attendait beaucoup de grands pays, notamment les États-Unis. Donc, il fallait pouvoir maintenir les États-Unis dans cet accord-là. Mais on est sorti de cette COP et vraiment, on n'a pas pu changer les ambitions des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris. Deuxième chose, ils n'ont pas pu augmenter leurs ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On prend également la Chine, on prend l'Inde, on prend le Brésil. Donc, ce sont des pays qu'on attendait vraiment beaucoup de revoir leurs ambitions. Donc,
Ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas bougé. Voilà pourquoi nous parlons de déception. Deuxième déception se trouve au niveau de l'article 6 de l'accord de Paris. Voilà. Donc, lorsque nous prenons cet article, par exemple, l'article a été discuté sur le fond. Mais la mise en œuvre même de cet article n'a pas été abordée lors de cette COP25. Alors que le marché carbone est l'un des points vraiment très importants. La Chine même attendait cet aspect du marché carbone-là. Il soutenait beaucoup cette idée au sorti de cette COP25. Pourquoi le fond de cet article n'a pas été abordé pendant qu'il y a eu 44 heures de discussion supplémentaires encore pour négocier? Pourquoi? Oui, je pense que ça n'a pas été une question prioritaire pour eux. Voilà, parce que j'avoue qu'aujourd'hui, la question de financement même de ce fonds dont on parle, qui doit être mis à disposition des pays en développement, ça reste encore problématique. Voilà. Mais on pourrait parler aussi des succès de cette COP25-là, notamment au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Afrique par exemple, qui eux ont vraiment pris l'engagement de pouvoir revoir à la hausse leurs engagements, leurs engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'Union européenne est parfaitement mobilisée, les États insulaires également, l'Afrique, tous ces pays-là sont vraiment très mobilisés à bien accompagner encore l'accord de Paris. Donc ça aussi, c'est un aspect positif. Oui, les pays sont mobilisés, on peut parler d'aspects positifs, mais le hic, quand on ressort des COP, quand on voit les pays qui sont les moins avancés ou bien les pays africains, le véritable problème, c'est la question du leadership. Et cette question a été abordée pendant la COP dite de l'Afrique, à Marrakech, à la COP 22. On disait, tiens, c'est la COP de l'Afrique. Et on a vu comment Sa Majesté, le roi, a mis les moyens pour réussir cette COP. On se disait, tiens, c'est un leadership chérifien peut-être qui va... Parce qu'on cherche cette personne qui va vraiment porter la voix de l'Afrique pendant ces négociations. La réalité est là, ce sont les pays les plus forts qui décident. Et lorsqu'ils ne décident pas d'aborder un sujet, le sujet n'est pas abordé. On va beau faire de la pression. Donc tant que nos pays, nos États ne sont pas forts, nos hommes, nos dirigeants ne sont pas forts pendant les négociations, et on va traîner tout, même à Kyoto, on se souvient, après Kyoto, les États-Unis se sont encore retirés avec la Chine. C'est maintenant que la Chine est en train de coopérer, après Paris. Donc c'est pour vous dire que tant qu'on n'a pas le pouvoir de leadership mondial, les négociations seront toujours en défaveur de l'Afrique, sauf si à un moment donné, on dit, bon, on a pitié des Africains, il faut leur accorder cela. Mais c'est le leadership de l'Afrique qui manque pendant ces grandes négociations sur le climat. On a vu la société civile africaine se battre comme elle peut. Lorsqu'on arrive dans les COP, on voit avec les pancartes en train de dire on veut la justice climatique. Mais quand on arrive dans nos pays, moi je me souviens que en Côte d'Ivoire, ici, pendant la rencontre Union européenne-Union africaine, il y a eu des organisations justement climatiques qui ont voulu manifester pour dénoncer certains accords, mais la marche là a été refusée. Les manifestations ont été refusées par leur propre État. Donc c'est pour dire que si nos États ne peuvent pas et que la société civile n'a même pas toujours l'opportunité de soutenir ces États, de plaider pour une force de ces États pendant de ces États, la société civile africaine ne peut pas plaider pour que ces États-là, ces représentants soient forts pendant les négociations. On va toujours aller de déception en déception en Afrique. Parlons des défis. Puisque le leadership des Africains manque, il y a des pré-COP qui sont organisés par différents pays. Comment les Africains peuvent se mettre ensemble pour s'apprêter dans des pré-COP et renforcer le leadership pour que les prochaines COP, on sente effectivement la position et le positionnement de l'Afrique? C'est ça. Ok, donc à ce niveau, il faut dire que l'Afrique est en train d'étendre vers avoir une voix commune lors des différentes COP. Voilà. Donc on voit par exemple l'AMCEN qui se tient, c'est la conférence ministérielle des ministres africains de l'environnement. Donc déjà, ça permet de pouvoir préparer l'Afrique. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on attend encore beaucoup de ces résultats-là parce que l'Afrique a intérêt à se mettre ensemble et à parler d'une seule voix. C'est vrai que ça a déjà commencé, mais on n'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Voilà. Donc, tout ce que nous demandons aujourd'hui, avant les différentes COP, c'est de pouvoir mobiliser les organisations de la société civile.
nous devons faire vraiment beaucoup de bruit au niveau national dans nos différents pays pour faire déjà entendre notre voix. Et comme ça, quand on se rend à la COP, on va avec des positions. D'accord, très bien. Nous allons sûrement conclure avec vous la place des médias dans cette pression, dans ce leadership également de l'Afrique. On voit il y a plus de 1500 journalistes à la COP 24. Ça veut dire que les médias sont très importants. Effectivement, les enjeux de l'après-Paris, c'est justement d'engager pleinement la société civile, les entreprises, les collectivités, en plus des États qui sont présents pendant les discussions. Et donc, oui, les médias ont un rôle primordial à jouer, mais ce qui demande qu'ils se mettent aussi à niveau par moment, parce que on connaît les réalités dans nos rédactions en Afrique, on est plus poussé vers les questions politiques. Il faut savoir que la question environnementale est aussi une question politique. Donc, il ne faut pas la mettre sous le couvert. On n'a pas de nombreux spécialistes, de journalistes scientifiques dans nos rédactions. Il faudrait que nous revoyions cela parce que pour pouvoir influencer, il faut déjà connaître le sujet, écrire très souvent sur le sujet pour impacter. Merci Nesmond Delors, journaliste. Je rappelle que vous étiez présente à la COP 21 à Paris, animatrice d'un symposium des compétences africaines sur le climat lors de la COP 22 à Marrakech. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec vous, Monsieur Oboué Durand, coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, qui est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, présent donc à la COP 25, membre de la délégation ivoirienne. Merci également d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.